Le discours que vous allez maintenant entendre est un discours politique. Il fut prononcé le 29 novembre 1942. Une élection fédérale partielle se tenait alors dans le comté d'Outremont. Le général Léo Richer-Laflèche, devenu ministre des Services nationaux de guerre dans le cabinet de Mackenzie King, avait à se pourvoir d'un siège au Parlement d'Ottawa. Des intrigues nouées très haut eussent souhaité l'élection du général par simple acclamation. Personne n'ayant accepté de faire la lutte au candidat de la guerre, un candidat des conscrits se présenta. Frais émolu d'université, avocat au tout début de sa carrière, Jean Drapeau. Le dernier dimanche de novembre, veille de l'élection, Henri Bourassa se rendait à la salle de l'école de Saint-Jean-de-la-Croix, porter la parole en faveur du jeune candidat. S'il n'était pas venu plus tôt, déclara-t-il, c'est qu'on ne l'avait pas invité plus tôt. Depuis le début de la guerre, l'orateur avait déjà fait quelques apparitions en public. Le retour offensif de l'impérialisme britannique en 1939 l'a fait se retrouver lui-même. Non, il ne s'était pas battu contre un fantôme. Le nationalisme restait de saison au Canada. En 1941, l'orateur dénonce au plateau les guerres impérialistes. Il y avait 15 ans que je ne l'avais entendu. Je brandis à la Réunion. J'étais curieux de savoir ce que Bourassa vieilli avait gardé de sa vigueur d'esprit. Il y avait quelque chose d'émouvant et de presque tragique dans l'attitude de cet homme, alors et pour un temps mi-aveugle, qui du poing sondait de temps à autre la petite table du centre pour ne pas s'en trop éloigner, et qui prononçait un discours d'une si correcte et si rigoureuse ordonnance, maniant, soulevant un comparable magicien, un auditoire qu'il ne voyait pas. En février 1942, au marché Saint-Jacques à Montréal, il apportait son appui à la Ligue pour la défense du Canada, qui avait entrepris de faire répondre non au plébiscite prochain du 27 avril, plébiscite lancé par le premier ministre Mackenzie King, manœuvre de politicien qui voulait se faire délier d'une promesse plus ou moins sincère de ne pas imposer la conscription dans la guerre en cours. Le geste du jeune Drapeau, en novembre 1942, n'était pas fait pour déplaire Henri Bourassa. Écoutons son discours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez à mon âge de vous demander tout d'abord d'être calme. Je veux m'adresser à votre raison. Je ne dis pas que je ne ferai pas appel à votre cœur, mais le cœur gouverné par la raison. Les élans du cœur ont été fréquents chez nous. Notre race ne manque pas de cœur. Mais la voix de la raison a été souvent sourdie, tantôt par la passion des partis, tantôt par la passion de race. Et je veux faire aujourd'hui d'abord appel à votre raison. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui parmi vous? À la dernière heure? Pour plusieurs raisons. L'une, parce qu'en dépit de mon âge, qui atteint bientôt, très prochainement, les 3/4 de siècle, je n'ai pas perdu ici quelque chose qui me fait aimer la jeunesse. Et quand je vois ce jeune homme qui recommence, je devrais dire avec mon ami Prince, qui continue la lutte que j'ai commencée il y a bientôt 50 ans, eh bien, il y a quelque chose qui m'entraîne. Je serais venu plus tôt si on m'avait demandé plus tôt. Mais il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi, car ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dépasse les limites de la lutte actuelle. Il y a 50 ans, j'essayais de faire entrevoir à mes compatriotes les conséquences de la politique néfaste dans laquelle nous entraînaient, sans les prévoir, je tiens à le dire, les hommes qui nous gouvernaient alors, dont l'un
que j'aimais par-dessus tous les autres, qui avait été l'enthousiasme de ma jeunesse et qui ne m'avait pas enlevé ce que Dieu a mis dans mon âme et dans mon cœur. Un attachement plus grand aux principes de justice et de vérité qu'à tout homme, qu'à tout parti, qu'à toute cause humaine. Je veux dire Sir Wilfrid Laurier. Et je n'oublierai jamais, tant que Dieu me laissera une ombre de mémoire, le dialogue qui s'échange entre nous lorsque je lui ai annoncé que je donnais ma démission comme député pour protester contre la participation du Canada pour la première fois, n'oubliez pas ceci, pour la première fois dans notre histoire, aux guerres d'Angleterre. Guerre juste, disait Laurier dans un moment d'oubli. Guerre inique et spoliatrice, a dit depuis la conscience de l'histoire, qui sera ratifiée d'âge en âge, pour condamner, je ne dirais pas seulement l'Angleterre, non, pour condamner tous les peuples puissants qui, entraînés par l'orgueil ou par la cupidité, rallient les forces à leur disposition, force d'argent, force d'hommes, force d'influence morale et immorale, pour écraser les petits peuples qui ont le courage et la fierté de se dresser sur leur chemin et de leur dire, comme disaient autrefois ceux qui représentaient la vérité et la justice, non licet, il n'est pas permis. Mesdames et messieurs, quelle est aujourd'hui la cause en jeu? Mon jeune ami, M. Drapeau, se porte comme candidat des conscrits. Je ne le blâme pas. Conscrit lui-même, il fait appel aux jeunes gens de son âge, qui sont appelés les premiers à porter le poids de cette politique néfaste. Moi, il n'y a pas de danger. Mais je suis conscrit volontaire dans l'armée des hommes qui, obéissant à leur conscience, à leur jugement, à la vérité et à la justice, dénoncent ces politiques maudites qui, depuis 50 ans, entraînent les peuples, soit à la tyrannie des faibles, soit à leur propre suicide, car n'en doutez pas, un jour viendra où la justice de Dieu s'appesantira sur toutes les nations conquérantes et tyranniques, qu'elles parlent anglais ou allemand, russe ou français. Cette politique, je la combat depuis 50 ans, et c'est au nom des principes de justice, de liberté pour tous, que j'ai toujours invoqué, auxquels j'ai toujours obéi, que je viens de vous demander aujourd'hui de donner un vote. Pardonnez-moi, jeune homme, non pas tant en faveur de Jean Drapeau, des hommes forts, mais de donner un vote de protestation contre la politique qui nous aveugle, qui nous ruine, qui décime notre jeunesse, qui la corrompt, et pire encore, afin de démontrer qu'il reste en Canada un certain nombre de Canadiens soumis à la loi du Christ d'abord, la loi suprême que toutes les nations ont oubliée, soumis ensuite à la loi naturelle de la conservation de soi-même et de son pays, avant de travailler à l'agrandissement et au décès de conquête ou de conservation de leur conquête qui anime toutes les grandes nations du monde aujourd'hui. La seconde raison qui me fait venir aujourd'hui, je vous le dirai en toute simplicité, ce sont les arguments qu'ont employés le candidat du gouvernement et quelques-uns de ceux qui l'ont appuyé. Je ne viens pas ici de faire de personnalité, non. J'ai beaucoup de péchés à me faire pardonner à cet égard. Je ne veux pas en commettre
quand je suis si près de l'heure où j'irai rendre compte à Dieu de mes paroles et de mes actes. Je passe par-dessus les arguments de détail. Je constate par la lecture des journaux que l'un des arguments favoris de M. Laflèche, c'est qu'il a contribué comme fonctionnaire, j'étais pour dire comme domestique du gouvernement, mais je retire le mot. Comme fonctionnaire, implanté dans la province de Québec des usines de munitions. Oui, très bien pour aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai traversé la période de la guerre de 1914 à 1917. On avait implanté, moins qu'aujourd'hui, on avait tout de même construit dans la province de Québec comme ailleurs quelques usines de munitions où un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles, moins de jeunes filles qu'aujourd'hui, avaient été appelés à travailler pour construire ou pour fabriquer des instruments de mort. La guerre finie, les usines se fermèrent. C'est vers ce temps-là que j'entrais au Parlement pour la seconde fois. Et alors le grand problème qui s'imposait à l'attention du gouvernement et de la Chambre, c'était le problème du chômage. Ne vous faites pas d'illusions. Cette guerre-ci, comme je le disais il n'y a pas longtemps, finira. Les usines se fermeront. Les petites industries qu'on a ruinées au profit des usines de guerre ne reprendront pas tout de suite. Et les milliers de jeunes gens et de jeunes filles qu'on a attirés dans ces usines en leur offrant de gros salaires seront sur le pavé. Ils et elles auront dépensé tout l'argent qu'ils auront gagné. Et nous aurons après cette guerre-ci un problème du chômage beaucoup plus grave que celui devant lequel fut confronté le gouvernement et le Parlement du Canada après l'autre guerre. Docteur Laflèche, non pas le docteur, il n'est pas docteur, pas du tout. Le général Laflèche n'a pas eu le temps de penser à ça, je n'en blâme pas. Un brave soldat a ses qualités. Il les a prouvées. Il les a prouvées sur le champ de bataille, il est brave, il accomplit les fonctions qu'on lui attribue, mais il n'a pas le temps, et peut-être n'a-t-il pas les facultés de penser loin derrière lui, ou devant lui. Premier point, je trouve que l'argument est à la fois dégradant. Dégradant pour lui, car je le respecte, et dégradant pour la population. Car en fait, compte, ça se réduit à ceci. Votez pour moi, parce que j'ai installé parmi vous des machines qui font gagner de l'argent à vos jeunes gens et à vos jeunes filles, quand à l'avenir, advienne que pourra. Deuxième argument. Celui-là vous a été présenté par un vieil ami à moi. Un homme que je respecte comme individu. Monsieur le maire Beaubien, maire de notre cité d'Outremont. Je crois qu'ici, vous n'êtes pas dans les limites de la cité d'Outremont. J'en suis. Je connais M. Beaubien depuis plus de 50 ans. C'est un homme respectable, un bon père de famille. Et quand je lisais dans les journaux qui vous a présenté cet argument, les Canadiens français sont un tiers de la population du Canada. Les non-Canadiens français sont 2 tiers. À quoi bon nous opposer à la volonté de la majorité? Argument indigne de lui et indigne de la population à laquelle il s'adresse. Si j'étais démagogue, je dirais de la population intelligente à laquelle il s'adresse. Et je ne veux pas vous flatter. Je vous ai dit que je viens faire appel ici à votre raison et non pas de votre vanité. Trop malheureusement, un grand nombre de nos hommes d'État ont bâti leur fortune et leur réputation en flattant la vanité du peuple, en égarant sa raison et son jugement. Je pose simplement cet argument en forme de réponse. Supposons que le gouvernement de Québec, dans un moment d'aberration,
ou sous l'empire d'une colère, malheureusement trop justifiée en certaines occasions, enlevait à la minorité anglo-protestante de Québec l'un quelconque de ses privilèges, je ne parle pas des droits, qui sont sous la garantie des lois, mais de ses privilèges, je pourrais vous les énumérer, il y en a une quantité, que la législature de Québec pourrait supprimer d'un trait de plume. Croyez-vous que la minorité anglo-protestante de Québec, qui ne représente qu'un dixième de notre population, courberait l'échine, comme M. Beaubien vous a demandé de courber la vôtre? Non! Je rendrai ce témoignage à nos concitoyens anglo-canadiens. Ils ont moins perdu que nous les leçons de fierté qu'ils tirent de la longue histoire de leur patrie d'origine. Je pourrais vous citer maints exemples dans l'histoire qui démontrent que les Anglo-Canadiens du Bas-Canada avant la Confédération, la province de Québec depuis, ont su élever la voix et résister aux tentatives, aux maigres tentatives d'oppression qui ont pu se destiner de la part de la majorité française. Eh bien, ce qui est bon pour les Anglo-Canadiens est bon pour nous. Nous avons le droit à autant de fierté, pourvu que nous l'exprimions avec calme et avec dignité que les Anglo-Canadiens. Voici 50 ans après, quand j'avais commencé avant la guerre d'Afrique, dont mon ami Prince a parlé, que je m'efforce de démontrer d'un côté aux Anglo-Canadiens qu'ils ont le devoir de respecter les sentiments légitimes des Franco-Canadiens, et de l'autre que je prêche à mes compatriotes les leçons de fierté qui se dégagent de la double histoire de nos deux patries d'origine, de l'histoire d'Angleterre et de l'histoire de France. Et à cet égard, j'ai lu avec un plaisir inexprimable la causerie donnée par un homme que je ne connais pas, reproduite dans le Devoir d'hier ou d'avant-hier, de M. Rawls. Je vous étonnerai peut-être, mes amis, si je viens vous dire que de tout ce que j'ai entendu, et ceci, j'espère, ne blessera pas mon ami Drapeau et ses jeunes adhérents canadiens-français, de tout ce que j'ai lu depuis le début de sa campagne, rien ne me fait plus plaisir que cette causerie donnée par un Anglo-Canadien. C'est peut-être un peu égoïste et personnel, parce que j'ai retrouvé là quelques-uns des arguments que je n'ai cessé d'employer depuis 50 ans dans ma lutte, tantôt contre l'impérialisme anglais, tantôt par l'oppression exercée par certains pouvoirs anglo-canadiens contre la minorité canadienne-française. C'est au nom des principes d'ordre public britannique que M. Rawls demande à ses compatriotes de langue anglaise de la division d'Outremont de voter pour Jean Drapeau. Il a raison. Il a raison. Tandis qu'on enrôle nos enfants de gré ou de force pour les envoyer se faire massacrer à Hong Kong ou à Dieppe, pour les cantonner en Angleterre, quand la flèche nous dit que le danger viendra du Japon. Il est loin de l'Angleterre au Japon. Pour la défense, dit-on, de nos libertés, on diminue de plus en plus le champ de nos libertés, on viole de plus en plus les principes fondamentaux de l'ordre public britannique. C'est aujourd'hui non pas comme Canadiens français, non pas seulement comme Canadiens, je vous en dirai un mot dans un instant, mais comme citoyens britanniques au sens large du mot, que je viens de vous dire, si nous voulons préserver en Canada, sauver en Canada, les principes fondamentaux du gouvernement britannique, des lois britanniques, des libertés britanniques, il faut voter contre le candidat du gouvernement le plus anti-britannique que le Canada ait connu depuis les jours de Lord Metcalfe. Quand le duc de Connaught, oncle de notre roi actuel, a demandé à Borden de supprimer le devoir et de me mettre le bâillon, Borden, pardonnez-moi l'expression vulgaire, Borden l'a envoyé promener. Et il lui a dit, je suis assez britannique pour reconnaître à M. Bourassa qui ne partage pas mes idées le droit d'exprimer son opinion. Voyez le chemin que nous avons parcouru.
Nous avons fait la guerre de 1914 à 1917 pour sauver la démocratie et la liberté. Nous sommes entrés de nouveau dans cette guerre-ci sous le même prétexte. Et jamais la liberté n'a été aussi opprimée qu'elle l'est aujourd'hui, sous un gouvernement libéral présidé par le petit-fils de l'homme qui a mis sa tête à prix en 1837 pour sauver le Haut-Canada de l'oppression britannique, en même temps que mon grand-père, Louis-Joseph Papineau, faisait la même lutte dans la province de Québec. Je vous avoue que ce n'est pas sans un serrement de cœur que je parle de Mackenzie King. Je le connais depuis au-delà de 40 ans. Je l'ai vu arriver tout jeune homme à Ottawa, sortant d'une université américaine, ce qui explique peut-être pas mal de choses. Nommé sous-ministre du Travail par son patron politique, Sir William Beulah. Nous nous sommes pris d'amitié, comme il l'a dit 20 fois, et comme il l'a dit à tant d'autres. Je suis le petit-fils de William Lyon Mackenzie, par la plus jeune de ses filles. Henri Bourassa, le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, par la plus jeune de ses filles. Il y a là un lien qui remonte bien loin. J'ai observé avec sympathie la carrière de King. Je l'ai vu arriver au pouvoir avec plaisir. Je croyais qu'il était vraiment le seul homme capable de diriger le gouvernement du Parti libéral dans les conditions qui se sont présentées après la guerre et après la mort sur Wilfrid Laurier. Je l'ai applaudi quand il a résisté ouvertement et publiquement à la tentative du gouvernement anglais de l'entraîner dans les affaires d'Égypte lors de l'affaire de Sanaa. Je l'ai applaudi encore quand il a donné le démenti à son propre représentant à Genève, lorsque celui-là, très innocemment, j'en ai parlé l'autre jour, un fort brave homme, a proposé d'appliquer les sanctions de l'huile à l'Italie dans l'affaire d'Éthiopie. J'avais quitté Ottawa à ce moment-là. Ce qui s'est passé depuis, je n'en sais rien. Mais je crois pouvoir dire en toute sûreté que le voyage de M. King à Londres en 1937, que la promenade organisée par les impérialistes du Canada un an ou deux après, du roi et de la reine actuelle, fort braves gens que je respecte, que j'estime, que j'ai pas besoin de vous dire, qui n'ont rien à faire avec le gouvernement anglais. Mais en fait, cette visite, pistonnée par toute la presse impérialiste, a achevé le revirement qui s'est produit. Dans la conscience, car je persiste à croire que Mackenzie King est consciencieux. Dans l'intelligence et dans les aperçus de l'homme qui nous gouverne aujourd'hui. Mais alors, n'avons-nous pas le droit, à nous, et j'en suis un, qui avons aidé à King à garder son pouvoir, qui avons fait la lutte contre Arthur Mayon et Lord Byng, quand ils ont voulu profiter d'un incident parlementaire pour le jeter à bas du pouvoir en 1926. Ils l'avons suivi et approuvé depuis. N'avons-nous pas le droit de dire aujourd'hui à Mackenzie King, c'est honorable que vous puissiez être dans la vie privée, vous avez trahi vos promesses, vous avez trahi la confiance que tous les vrais Canadiens, fussent-ils d'origine anglaise ou écossaise, catholiques ou protestants, juifs ou italiens, ou quel que soit le sang qui coule dans les veines des différentes catégories de citoyens canadiens, vous avez perdu notre confiance parce que vous avez manqué à vos promesses. Et voilà le point que je voudrais fixer dans votre esprit. Sans doute, au regard des gens sincères, et je crois que la flèche en est un, qui croient que le salut du Canada dépend de la maîtrise du monde par l'Angleterre et les États-Unis conjugués, ce qui veut dire la maîtrise du monde par la finance. C'est ça. C'est ça. Je conçois que ces gens-là, qui voient assez loin, mais dans une seule direction, ils sont comme ces chevaux fringants qui ont des œillères. On leur met des œillères
pour pas qu'ils voient ce qu'il y a à droite et à gauche. Puis qu'ils s'en aillent toujours devant eux pour gagner le prix de la course. Je conçois qu'ils disent, il n'y a pas d'autre considération que la victoire. Oui. À leur point de vue, ils ont raison. Je vous étonnerai peut-être, et peut-être vous scandaliserai, en vous disant qu'il y a deux catégories d'hommes que je respecte absolument, et sans réserve. Ce sont d'abord les Canadiens assez courageux, qui depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, n'ont cessé de tenir la même ligne de conduite. Il y en a eu 11 au Parlement. Maxime Raymond, le très petit nombre de députés canadiens-français qui lui sont restés fidèles, et Caldwell, le chef du parti CCF, et je crois un ou deux de ses suivants. Mais je vous dirai aussi, ma conscience m'y oblige, ceux que je respecte ensuite, ce sont les tourés impérialistes de Toronto, d'ailleurs, qui n'étant pas canadiens, sont avant tout impérialistes, et qui disent l'Empire avant tout. Ils répètent le mot d'Arthur Meehan en 1915, le Canada doit être prêt à sacrifier son dernier homme et son dernier écu pour sauver l'Empire. Que voulez-vous, ces gens-là n'ont pas de patrie. Ou plutôt pour eux, la patrie c'est l'Empire britannique. Eh bien, c'est à ceux-là que je voudrais répondre ce soir. Moi, en vue de l'élection actuelle, je ne les atteindrai pas. Mais en vue de l'avenir. L'Empire britannique est une immense fabrique, pardonnez-moi l'expression. Le plus grand empire que le monde ait connu depuis l'Empire romain, fondé comme tous les empires, sur la conquête, sur la fraude, enfin, sur tous les moyens que toutes les nations, Angleterre, France, Espagne, Portugal, et je pourrais en citer d'autres, mais je me contente des plus grandes nations. Sur tous les moyens que les nations d'Europe ont employés pour se tailler des empires dans les 5 parties du monde. La différence essentielle, c'est que l'Angleterre, à part le fait qu'elle s'est attribué un quart des terres du globe, ce qui est un peu gros, c'est un peu gros, s'est rendue maîtresse des mers. Au début de la guerre actuelle, le premier ministre d'Angleterre, un homme que je respecte, j'ai bien combattu son père. Mais lui, moins intelligent que son père, a été, je crois, plus honnête. Lorsqu'il est allé rencontrer Hitler, pas trop où, quelque part en Allemagne, à Munich, je pense, avec son parapluie, qui ne lâche jamais, en bon citoyen de Londres. J'aime ça. Voilà un homme qui prouve qu'il est fidèle à ses traditions. Il ne va jamais sans apporter son parapluie. Un peu pour lui servir de paratonnerre afin qu'elle soit le mot. Bon, très bien. Il conclut une espèce d'accord. Il n'a pas duré, évidemment. Ça revient en Angleterre. L'Allemagne d'accord avec la Russie, notre allié actuel. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Se jette sur la Pologne. Ben, Neville Chamberlain, au moins, a eu l'honnêteté de ne pas invoquer l'attaque contre la Pologne comme une. D'autant plus que dès ce moment-là, il y avait des Anglais, entre autres Samuel Cripps, qui, ayant dans l'esprit qu'un jour ou l'autre pourrait se rattacher la Russie, ne voulaient pas attaquer l'Allemagne sur ce terrain-là. Vous allez être obligé de dire, ben, la Russie, l'Allemagne prend la moitié de la Pologne, la Russie prend l'autre moitié et par-dessus le marché englobe la Lituanie, l'Estonie et les autres républiques. Alors c'est bien difficile de parler de respect du droit d'autrui. Alors Neville Chamberlain a dit une parole très vraie. Il dit, nous déclarons la guerre à l'Allemagne parce que c'est la politique traditionnelle d'Angleterre de ne pas tolérer qu'aucune nation se rende maîtresse du continent européen. C'est vrai. C'est absolument vrai, c'est juste. Seulement pour dire toute la vérité, il aurait dû ajouter ceci, afin que l'Angleterre reste maîtresse du monde, par sa flotte et par sa finance. Neville Chamberlain est parti. Il était trop en air pour continuer. Il a dit une demi-vérité, il a compté un demi-mensonge, après ça, il est parti avec son parapluie.
Il a été remplacé par M. Winston Churchill, un des hommes les plus intelligents et les plus audacieux de la politique contemporaine. Je l'ai bien connu. Je l'ai connu à Londres, quand il était simplement premier lord de l'amirauté. J'ai été frappé de son intelligence. Il baragouine singulièrement parce qu'il y a un défaut dans le palais. Je pense que ça lui est très utile. Mais ce qui m'est resté dans l'esprit, vous avez trouvé ça peut-être bien vulgaire, mais ces petits côtés-là illustrent la carrière des hommes publics. Puis vous donne une idée de ce qu'est la politique dans le monde entier. Parce que vous savez, on a dénoncé avec raison les politiciens canadiens. Leur vitesse d'esprit, leur tergiversation, comme quoi ils ont sauté d'un camp à l'autre, ou plutôt, comme quoi, fidèles à leur parti, ils ont changé de principe comme de chemise. Peut-être plus souvent que de chemise. Parce que, pour quelques-uns, d'abord, la propreté du corps, pas plus que celle de l'esprit, importe beaucoup. Mais je tiens à vous dire qu'il n'y a pas que chez nous. Seulement, je vais admettre, dans les pays d'Europe, ça se fait sur une plus grande échelle. Et je sais pas, il y a quelque chose, j'avoue. Ça me séduit un peu. Ils y mettent plus de forme. Et je vais vous citer deux traits. La carrière politique de M. Churchill, l'un qui est de notoriété publique, l'autre qui m'est personnel. Celui de notoriété publique. Un jour, pendant que j'étais encore député à Ottawa, j'entre à la bibliothèque et je demande à mon ami Martin Burr, un civilisé, un Anglais d'Angleterre. Je dis à vous quelque chose d'amusant à me faire lire en anglais, parce que j'ai toujours tenu, tant que j'ai passé mon 18 ou 20 ans que j'ai passé à Ottawa, à alterner mes lectures françaises et anglaises. Malheureusement, je ne connais pas d'autres langues. On dit oui, j'ai quelque chose qui va vous amuser. Alors, il me passe les souvenirs d'un Anglais très excentrique. Je ne raconterai pas son histoire, quoique soit très amusante. William Scowen Blunt. Chose curieuse, j'ai pas rencontré encore un seul Anglo-Canadien qui avait lu ça. Il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas rencontré. Alors, cependant, cet ouvrage, ce William Scowen Blunt était un type extrêmement intéressant et excentrique. Pour vous donner une idée, il y avait un grand domaine en Angleterre, il appartenait à ce qu'on appelle gentry anglais, et puis un grand domaine en Égypte. En Angleterre, il pratiquait la religion catholique. En Égypte, il pratiquait la religion mahométane. Il y avait une mosquée dans ces domaines. En Angleterre, il allait à tous les vieux pèlerinages saxons, Saint Swithin, tous les autres. Je pense qu'il y avait autant de foi catholiques que de foi musulmanes, ou autant peu de l'une que de l'autre, n'importe. Et tous les jours, il prenait des notes sur les gens qui venaient le voir. Comme il était charmant, qu'il avait beaucoup d'instructions, et chose qui explique peut-être sa popularité, il avait fondé un haras de chevaux arabes de première classe. Il a fourni des chevaux arabes à toutes les cours d'Europe, qui existaient encore dans ce temps-là, au Kaiser d'Allemagne, aux ordres aussi, puis à la noblesse anglaise, puis à la nouvelle plutocratie anglaise assez riche pour acheter des chevaux de ce plus-là. Alors, pas mal d'Anglais allaient le visiter. Comme je dis, il notait tous les soirs ce qui s'était passé dans la journée. Et dit, Winston est venu veiller hier soir. Winston Churchill, notre premier ministre actuel. Le chef de notre gouvernement. Non, je me trompe, je vous dirai tantôt. Qui est le chef de notre gouvernement. Il dit, Winston est venu veiller hier soir. Comprenez-vous tous l'anglais? Ça dit mieux en anglais. Talk delightfully about Ireland. Comprenez, hein? Il a parlé délicieusement de l'Irlande. Just the opposite of what he said in the House the week previous. Voyez, M. Jean Drapeau, et vos jeunes acolytes, qu'il n'y a pas qu'en Canada où les politiciens sont des girouettes et où les politiciens disent blanc en public et noir dans leur particulier. Deuxième incident. Mesdames, Messieurs, le second rappelle un caucus entre conservateurs et nationalistes lorsque ceux-ci voulurent combattre la politique impérialiste de Laurier en 1911. L'enregistrement original sur disque étant ici incomplet, ce deuxième extrait nous fait retrouver Bourassa
au moment où il parodie l'attitude des conservateurs, tout feu, tout flamme au caucus pour dire « à bas l'arrière », mais moins ardents ensuite pour combattre la marine de guerre de Borden. Et M. Bourassa reprend. Oh oui, à bas l'arrière, sa marine. Et quand on arrivait au paragraphe dénonçant la politique non moins néfaste de Borden, ça va faire du tort au parti. Ben, j'ai dit, mes amis, c'est à prendre ou à laisser. Je suis prêt à combattre la politique de Laurier, mais je suis prêt à combattre aussi, et je ne combattrai la politique de Laurier qu'à condition de combattre la politique de Borden. Mon ami Monk m'a donné raison. Laurier, comme vous savez, est tombé du pouvoir. Les Bleus sont arrivés, et plusieurs de ces... C'est une couple de photographies qui sont intéressantes. Entre autres, l'Assemblée de Saint-Eustache. Il y a là des figures de futurs ministres qui lèvent les mains en l'air, qui applaudissent gros comme ça. Sûrement, c'était le paragraphe contre Laurier, mais ils se trouvaient à applaudir tout. L'année suivante, ils étaient ministres de Borden, puis ils votaient ce qu'ils avaient contribué à dénoncer comme une politique néfaste. Comprenez-vous pourquoi j'ai cessé d'avoir confiance dans les politiciens de carrière? Marquez, je tiens à le dire, un bon nombre de ces gens-là étaient d'honnêtes gens, mais ils avaient un bandeau sur les yeux. Et c'est à arracher ce bandeau que je travaille depuis 40 ans. C'est à arracher ce bandeau que vous travaillez, jeune homme. Et j'espère que vous continuerez. Que vous soyez battu, ça n'a pas d'importance. J'ai été élu, j'ai été battu, j'ai eu des triomphes, j'ai été porté en triomphe à ma maison, j'en avais honte. On a dételé les chevaux de ma voiture pour me conduire 2000 de long à mon petit appartement de la rue Saint-Denis. Dans d'autres occasions, j'ai reçu par la tête des briques et des... Attendez, vous n'avez pas vu le fond du sac du Parti de la Liberté. J'ai reçu des crottes de cheval qui m'ont été lancées par des mains libérales, et très libéralement. Mais évidemment, il y avait quelqu'un qui me protégeait. J'ai pas reçu une brique et une crotte de cheval. Et elles ont fini par tomber sur le nez de ceux qui me les lançaient. Pas en nature, heureusement. Je ne voulais pas de mal. Mais ils en ont récolté le résultat. C'est pour vous dire, mes amis, et si vous me pardonnez toutes ces élucubrations de vieillard, c'est pour dire à mon jeune ami Drapeau et à ceux qui l'entourent, ne vous découragez pas. Je le disais l'autre jour à la salle du plateau. L'une des principales lacunes, c'est pas que c'est ça, l'une des principales lacunes de notre peuple, c'est le défaut de persévérance. C'est la facilité à s'enthousiasmer et c'est la facilité à se décourager. Eh bien, si mon exemple peut être d'une valeur quelconque, en dépit de toutes mes lacunes, et je les reconnais plus encore que vous, en dépit de toutes mes fautes, c'est que je n'ai pas lâché. Il y aura peut-être d'autres choses à vous dire, mais je ne veux pas vous fatiguer. Je vous dis simplement ceci, jeunes gens et vieillards, Canadiens français ou Canadiens d'autres origines. Il y a bien plus dans cette lutte ici qu'il ne paraît au premier abord. Il y a bien plus que la lutte de défense des Canadiens français, des conscrits. Il y a bien plus que la lutte de défense des Canadiens français révoltés contre le manque de parole de ceux qui ont prêté tous les serments les plus solennels, vous n'aurez jamais la Constitution. Je veux croire qu'ils étaient honnêtes. Mais alors, s'ils étaient honnêtes, et j'aime mieux la seconde explication, c'était des nigauds. Au début de la lutte de 1939, élection générale déclenchée par M. King pour faire approuver sa déclaration de guerre, quelques jeunes gens étaient venus me trouver pour me demander d'appuyer un candidat, je sais pas trop. Il y avait un jeune homme qui se présente en quelque part dans une division de Montréal, pas ici. Ben, j'ai dit, comment se présente-t-il? Se présente contre la Constitution.
Mes amis, permettez-moi de vous dire, ça n'est pas suffisant. Remarquez que la situation était différente dans ce temps-là, ce qui est aujourd'hui, c'est pas. Hein? Non, vous n'êtes pas. Non, je crois que vous étiez trop jeune dans ce temps. Mais enfin, ils étaient dans ce temps-là, à peu près de l'âge que vous avez aujourd'hui, et profitez de la leçon. Or, nous ne pouvons pas dénoncer la participation. Je pourrais nous noter les votes anglais. Ben, mes amis, alors qu'est-ce que vous allez dénoncer? La Constitution. Ben, permettez-moi de vous dire que vous jouez dans le jeu de vos adversaires. Vous donnez dans le panneau. La conscription n'est pas un principe. La conscription n'est pas une politique. La conscription n'est qu'une conséquence de la participation. Pour qui connaît les conditions actuelles de l'Europe, pour qui connaît les conditions dans lesquelles les guerres modernes se font, participation à une guerre veut dire conscription. Et vous aurez aussi sûrement la conscription dans cette guerre-ci, si nous y entrons, que nous l'avons eue et que je l'avais prédite dans la guerre précédente. Voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai toujours pensé, et c'est pourquoi je répète aujourd'hui, avec autant de sang-froid que j'en peux mettre, que nous ne sortirons de la crise actuelle que pour retomber dans une autre crise, c'est le peuple canadien. Je dis à dessein canadien de fou, ne se résout enfin à ouvrir les yeux et à comprendre que nous ne sortirons de l'abîme où l'Europe s'engloutit qu'à condition de proclamer pour le Canada, au bénéfice du Canada, de toutes les races qui l'habitent, de toutes les provinces qui composent notre confédération, un équivalent de la doctrine Monroe, proclamée il y a 30 ans par un président des États-Unis, savoir que nous ne demandons pas à l'Europe de se mêler de nos affaires, mais puisque l'Europe n'est pas capable d'arranger ses affaires elle-même, que nous cessons de participer aux affaires de l'Europe. Et il faudra y venir. Et nous y viendrons de l'une ou de l'autre manière. L'un des partisans de M. Laflèche a dit, si je ne me trompe, dans un de ses discours, que si nous n'appuyons pas le major Laflèche, si nous ne donnons pas le dernier goût de notre sang, le dernier 5 sous de nos épargnes, que nous serons annexés aux États-Unis. Quelqu'un a dit ça, n'est-ce pas? Bon. Bien, écoutez bien ce que je vous dis. Je suis vieux. Je vois les choses de loin. Je pourrais dire de faux, s'il était permis à un pauvre petit bonhomme, quel que soit son âge, cette situation de ce haut-là. Je n'occupe que la place que le bon Dieu a voulu me faire prendre. Enfin, j'ai une certaine expérience. Expérience des choses de notre pays, expérience de l'histoire. J'ai voyagé beaucoup en Europe. J'ai connu assez intimement un bon